Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie Jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je suis avec Pauline. Bonjour Pauline. Salut Justine, salut à tous. Donc Pauline, tu es astrologue Jyotish, mais tu fais aussi plein d'autres choses. Donc est-ce que tu peux te présenter? Oui, effectivement, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai commencé ma carrière. Initialement, je voulais être psychologue. Je n'ai pas pu le faire étant petite. Je suis partie vers le tourisme, donc complètement différent de mon parcours actuel. Et puis sur le tard, vers mes 20 ans, j'ai complètement changé de direction parce que je me suis formée au yoga en Inde à Rishikesh. Dans un ashram. J'ai continué ma formation derrière en tant que thérapeute Ayurveda. J'ai fait une formation sur Barcelone, mais dans une école en ligne, avec une école du coup qui était en Inde, à Kerala, pendant la période du Covid. Et puis j'ai complété ma formation derrière avec une formation en Jyotish, du coup en 2021. Donc j'ai 1 an et demi maintenant, du coup d'expérience avec le Jyotish même. C'est génial, du coup, tu as pu toucher à toutes les facettes finalement de la philosophie védique, à la fois le yoga, l'Ayurveda et le Jyotish. Et puis, tu as cette touche et cet intérêt particulier pour la psychologie. Et c'est super intéressant et c'est le sujet sur lequel j'aurais aimé qu'on échange aujourd'hui, sur la psychologie et les liens avec l'astrologie Jyotish. La psychologie, ça fait partie de ma vie, de toute ma vie, depuis toute petite. Déjà parce que très tôt, moi, personnellement, j'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisé. J'ai des parents médecins, donc j'ai été baignée dans le milieu médical aussi toute mon enfance et que j'ai continué derrière à cultiver avec ma formation en Ayurveda. Et c'est vraiment avec l'intermédiaire de mon professeur en Inde, le docteur Gaurav Agrawal, qui est docteur en fait en psychologie et en astrologie en Inde, à Rishikesh, que j'ai pu découvrir l'astropsychologie en fait. Donc on est dans un domaine qui va toucher à la fois le Jyotish et aussi la psychologie clinique pure, et dont l'objectif en fait va être d'aider les psychologues et le personnel médical à diagnostiquer les pathologies mentales grâce à l'horoscope en fait. Alors c'est super passionnant parce que du coup ça nous montre à la fois une forme de prédétermination, c'est-à-dire liée à l'astrologie, et en même temps aussi une forme de libre arbitre parce que dès qu'on a pu détecter une pathologie, on est aussi capable de la prendre en charge et c'est ça qui est assez intéressant. Alors quand tu vois toi un thème Jyotish, qu'est-ce que tu regardes pour interpréter la psychologie d'une personne? Alors, il va y avoir plusieurs facteurs. Il faut savoir déjà pour se replacer dans le contexte, comme en Occident, ça peut être surprenant d'entendre ces thèmes-là. En Inde, c'est pas du tout surprenant. Un astrologue, ça va être un peu comme un psychologue. En fait, l'astrologie, c'est la première psychologie, c'est la première thérapie en Inde. Donc, c'est très courant d'y aller régulièrement, que ce soit dans des périodes difficiles ou non, pour aller chercher des conseils. D'ailleurs, le Jyotish, c'est la science de la lumière. Donc, elle va vraiment mettre en lumière toutes nos parties d'ombre, finalement, toutes les parties conscientes et inconscientes qu'on a en nous, et va nous aider, du coup, à construire notre vie selon ces bases-là. Qu'est-ce qu'on va regarder dans le thème? Énormément de choses, tout comme en psychologie, un psychologue va regarder le conditionnement social, familial, comment on a grandi. Au niveau de la carte natale, ça va se refléter tout d'abord au niveau des maisons, puisque les maisons, les bhavas, elles vont nous indiquer la force de l'individu. Si on regarde ne serait-ce que l'ascendant, la maison 1, on parle en astropsychologie de psycho-immunité. Donc en fait, la maison 1, elle va nous indiquer la force de l'individu face au stress extérieur. Notre capacité, en fait, c'est comme une immunité physique, c'est comme un ADN, notre capacité à résister aux maladies. La maison, elle va nous indiquer notre capacité à recevoir le stress d'une manière générale dans notre vie. Donc forcément, quand on voit une maison 1, par exemple, qui est affligée par des maléfiques naturels, que ce soit Saturne, que ce soit Mars, Rahu, Ketu, sur certains points, mais surtout Saturne et Rahu et Mars, on va tout de suite avoir quelques fragilités, déjà à pouvoir recevoir les informations extérieures en nous. Saturne qui va donner, par exemple, une tendance un petit peu mélancolique, comme si on allait toujours chercher, on attendait quelqu'un qui venait pas, toujours au niveau du sentiment, je décris souvent ça comme ça. C'est un peu toujours cette tristesse qui est latente
et qui reste un peu. Mars peut donner effectivement des problèmes liés à l'agressivité, pas que, des problèmes de phobie aussi. En maison 2, on va pouvoir, en Bava 2, on va pouvoir voir tout ce qui est valeurs familiales, qu'est-ce qui a été communiqué sur le plan des valeurs familiales. Et ça va aussi nous indiquer, ça c'est intéressant quand on fait le lien avec l'Ayurveda, le comportement alimentaire. Donc quel aliment, vers quel régime alimentaire on va se tourner. Donc on va voir tout ce qui est addiction, on va voir les troubles alimentaires aussi dans la maison 2. Là toujours avec les maléfiques naturels qui soient assis dans la maison ou en aspect. Ça va être donc toutes les valeurs familiales qui ont été communiquées pendant l'enfance, et ça va se refléter également en maison 4, qui va être vraiment le conditionnement profond qu'on a reçu, donc l'enfant intérieur, on parle beaucoup de ça en ce moment en psychologie. Après, c'est des labels, peu importe comment on dit, mais toutes les croyances en fait, les croyances limitantes qu'on a reçues pendant l'enfance, on va les voir dans la maison 4, et ça va être la base entre guillemets de tout trauma, de toute pathologie mentale derrière. La maison 3, elle va être notre capacité à communiquer. Alors ça peut paraître en dehors des pathologies mentales, mais en fait, ça va être très important puisque dans beaucoup de pathologies mentales, surtout avec la stigmatisation qu'on a à l'heure actuelle autour de ces maladies, on renie et on réprime énormément de nos émotions. Donc, quand on a une maison 3 qui va être affligée et qu'on se sent dans l'incapacité d'aller communiquer ce qu'on ressent en soi, on va tout de suite voir effectivement des difficultés sur le plan des pathologies mentales. Et puis la maison 3, c'est aussi la maison du système nerveux, puisqu'elle va être reliée quand même à Mercure. Donc toutes les afflictions liées à Mercure, on va parler de la Lune aussi un peu plus tard, vont nous indiquer des difficultés sur le plan du système nerveux. La maison 5, elle, va nous indiquer notre capacité, va aussi nous indiquer des débuts, des possibilités de troubles mentaux, plus au niveau de la réaction qu'on va avoir en fait par rapport au conditionnement qu'on a reçu en maison 4. Donc je vais avoir des croyances limitantes qui ont été communiquées via cette maison 4 et je les communique via ma maison 5. D'accord? Donc par exemple, je vais avoir, c'est un exemple, Mars et Raoult en maison 5. Ça a donné beaucoup d'agressivité, d'accord? Donc parce que j'ai des croyances limitantes sur moi-même, en fait, la première réaction qui va ressortir quand je me sens attaquée, par exemple, c'est la colère. La maison 6, évidemment, va avoir une importance énorme. On va l'analyser aussi en psychopathologie, puisque c'est la maison de la santé, d'une manière générale. Et puis c'est aussi la maison du stress et de nos capacités à faire face aux conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs. Donc, on va également regarder cette maison. La maison 8, je parle pas de la maison 7 parce elle peut avoir quelques impacts, mais je la mets de côté pour ce podcast aujourd'hui. La maison 8, on va la voir et on va l'analyser essentiellement quand on va chercher s'il y a eu des problèmes du type abus sexuel, notamment. Donc, tout ce qui est conjonction Saturne, Mars au niveau de cette maison-là va indiquer souvent ce type de problème et qui derrière souvent indique que ce soit PTSD, donc du stress post-traumatique, etc. Ce genre de pathologie. Et enfin, la maison 9, j'ai oublié de le mentionner avec la maison 4 également, ça va être la relation parentale avec la maman, on va parler de la lune aussi également, et puis la maison 9 va nous parler de la relation avec le papa qui va aussi forcément avoir un impact sur notre confiance en nous, sur notre capacité à se montrer au monde, etc. Et enfin, la dernière maison qu'on va regarder, ça va être la maison 12. La maison 12 qui va en fait nous indiquer tout ce qui a été réprimé. Donc vous voyez, en fait, on a eu les valeurs en maison 2 qui ont été communiquées. Notre manière de réagir, notre manière de communiquer en maison 3, ces valeurs-là, est-ce qu'on a été en mesure de les communiquer? Est-ce qu'au contraire, on les rejette? En maison 4, tout le conditionnement, quelle croyance ça a développé, ces valeurs-là en nous, sur nous-mêmes, et notre relation avec notre maman. La maison 5, comment on le développe
au quotidien, finalement, dans notre quotidien avec les autres, comment ça ressort quand on se sent stressé. La maison 6, maison de la santé. Maison 8, possible trauma, notamment lié à la sexualité. Et ensuite, maison 12, toutes les émotions qui sont refoulées. D'accord? Donc, la planète, enfin les planètes qui vont être reliées à la maison 12, on va vraiment aller taper en fait dans toutes ces valeurs, toutes ces croyances, toutes ces idées qu'on n'arrive pas souvent en début de vie à faire ressortir. Puisque généralement, ce qui se passe dans la gestion des traumas, dans les maladies mentales, c'est qu'on a eu un environnement familial au début de la vie où on a appris que certaines parties de nous étaient aimables, d'autres ne l'étaient pas. Et donc, ces parties non aimables, entre guillemets, plus difficiles à accepter, on les voit dans la maison 12. Elles sont isolées du monde, on veut les cacher. Donc voilà, tout ce combo, en fait, va nous permettre déjà de voir un petit peu comment la personne s'est construite, puisque, encore une fois, l'environnement familial dans lequel on a été baigné, en fait, tout simplement, va nous indiquer déjà comment on va réagir au monde. Et pour répondre à ta question par rapport au libre arbitre, c'est pas parce qu'on a une carte natale ou un début de vie qui est peut-être compliqué, qui est difficile, avec des indications de pathologie mentale, qu'il n'y a pas d'espoir et que c'est ça tout au long de notre vie. L'astrologie, comme la psychologie, ça revient au même, c'est une science qui est faite pour aider. C'est une science qui est faite pour mettre de la conscience sur certains aspects de nous-mêmes qui peuvent être difficiles et sur les beaux aspects aussi, évidemment, et d'avoir des remèdes, tout simplement. Et c'est là que le libre arbitre va complètement rentrer. On est dans le karma qu'on crée à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je fais avec les énergies qui m'ont été données en ce début de vie? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de ces énergies? Et ça, pour moi, le meilleur exemple, c'est que la majorité des gens qui souffrent de pathologie mentale, enfin, il y a énormément de gens connus qui souffrent de pathologie mentale, Lady Gaga, enfin, c'est vraiment, il y a énormément de gens, mais on en parlera un petit peu à la fin de ce podcast avec une étude de cas. Russell Brand, Robin Williams, Lady Gaga, qui souffrent de dépression, par exemple. C'est souvent des gens qui ont une créativité incroyable. Van Gogh, on peut le citer aussi. Enfin, je veux dire, il y a des millions de personnes, c'est souvent des artistes. Je crois que la sensibilité et la maladie mentale est très reliée à ça, à ce sens de la créativité, à cette spiritualité aussi. Les gens les plus spirituels, c'est souvent les gens qui ont beaucoup souffert. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis, et ça nous montre aussi à quel point, il y a rien de fataliste, encore une fois, et ça nous montre aussi que finalement, ce qui pourrait paraître comme un challenge insurmontable devient finalement un cadeau au fil du temps. Et c'est ça qui est assez beau du coup avec cette pratique du Jyotish et de la Jyotish, c'est qu'on a cette capacité à pouvoir grimper les échelons, à évoluer et à changer finalement certaines choses. J'ai beaucoup aimé ta façon de détailler les maisons une par une, et ça nous montre aussi à quel point finalement tout est comme une sorte de couche ou d'étape ou d'escalier, et finalement tout arrive dans une sorte d'enchaînement qui suit une sorte de fil logique. Et nous, quand on fait du Jyotish, on remonte un petit peu cette bobine, ce fil, pour remonter finalement au nœud, à la cause, pour aller démêler tout ça. Et c'est au travers de plein de petits remèdes qu'on arrive du coup à démêler toutes ces petites choses finalement. Et c'est vrai que c'est assez incroyable parce que, et encore là, tu vois, je te parle juste des maisons. Ça reste une analyse très, très superficielle parce que c'est impossible de tout détailler dans un podcast comme ça. Mais du coup, quand on zoome sur chaque maison, on regarde effectivement le maître de la maison, on regarde les aspects, ensuite on zoome encore plus, on regarde les nakshatras, ensuite on zoome encore plus, on regarde les padas. Et ça donne, en fait, pour moi, c'est magnifique puisque ça donne toute une nuance, en fait, aux personnes. Et je crois que c'est vraiment là que se situe la beauté et la clé aussi pour se sortir de ces pathologies, que ce soit des troubles de l'anxiété, que ce soit la dépression, parce que ce sont des maladies qui ont tendance à nous auto-centrer, en fait, parce qu'on souffre tellement qu'on n'arrive pas à effectivement sortir du soi.
l'astrologie permet de voir toutes les couches, pas uniquement finalement les premiers symptômes de la maladie, ou de dire je suis quelqu'un de déprimé. Non, peut-être que tu souffres de dépression, mais tu n'es pas que ça. Au contraire, tu es toute cette couche, c'est l'oignon, comme tu disais, tu sais, c'est les différentes couches d'oignon qu'on va voir. Et donc souvent, quand les gens ressortent d'une séance en astrologie, ils se sentent plus complets, en fait, presque. Parce que on a tendance très vite à aller vers un côté de nous-mêmes. Je suis quelqu'un d'anxieuse, je peux pas me sortir de ça, je suis que mon anxiété. D'ailleurs, on dit je suis anxieuse, on s'identifie complètement à ces caractéristiques-là. Alors que peut-être avec l'astrologie, on peut commencer à dire je ressens de l'anxiété. C'est vrai que je souffre de l'anxiété sans s'identifier forcément à cette maladie, même si parfois elle va prendre une importance qui est très pesante. Et puis ça nous permet aussi de dire que des fois on peut se sentir anxieux ou dépressif, mais aussi pendant un certain temps donné, et c'est toute la puissance des dashas, des périodes de vie, parce que finalement on peut vivre des phases qui vont impacter notre aspect émotionnel, notre vie émotionnelle, notre psychologie, et en même temps ce sont que des phases. C'est-à-dire que ça va peut-être durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis après ça va aller mieux. Et ça nous montre aussi que toute chose a une fin, même les choses les plus difficiles qui peuvent paraître interminable. Mais complètement, à ça, tu vois, je peux même donner un exemple personnel. J'ai eu 2 crises, si je peux appeler ça, dans ma vie. Une en 2016, après avoir perdu mon beau-père et ma sœur. Ça a provoqué un gros trouble de l'anxiété chez moi, donc avec impossibilité de pouvoir sortir, tu vois, de ma maison. Je faisais des attaques de panique, c'était très compliqué pour moi. Et c'est la période où Saturne et Mars transitaient dans ma maison 1. Et souvent, le petit combo Saturne-Mars, en sachant que moi, j'ai un Mars qui est affaibli, en plus, dans ma charte natale. On le voit de toute manière dans énormément de chartes. Ça donne souvent quand même quelques difficultés pendant un petit temps, tu vois. Mais effectivement, la beauté de l'astrologie, c'est aussi de voir que c'est des périodes, comme tu le disais, que rien n'est permanent. Voilà, rien n'est permanent, tout passe. Et ça donne de l'espoir dans des moments où tout peut paraître très sombre. Et tu vois, beaucoup plus récemment, pareil, suite à d'autres événements de vie, en ce début d'année, ça a été compliqué aussi pour moi. Début d'année 2022, du coup. J'ai eu une période un petit peu plus difficile. Et c'était le même combo pour moi, Saturne-Mars, du coup, ensemble pendant un petit moment. Alors, il n'y a pas que qui peuvent provoquer évidemment des difficultés, mais souvent ce combo est compliqué. D'ailleurs, on le voit dans énormément de chartes. Raoult a sa petite dose aussi, donne sa petite dose de temps en temps de difficultés au niveau des transits. C'est vrai que c'est 3 planètes qui sont maléfiques. Alors c'est que Saturne et Raoult ont tendance à amener pas mal de vata, et puis Saturne pas mal de rigidité. Raoult va amener tout ce côté envie d'expansion, de désir, et en même temps insécurité grandissante. Et puis on a Mars qui va amener ce feu aussi au passage. Moi c'est vrai que j'ajouterais aussi toujours, alors après comme tu l'as dit dans une demi-mesure, mais c'est vrai que Ketu a ce côté feu aussi, et en même temps ce côté peut-être un peu plus spirituel ou de détachement que les autres planètes n'ont pas forcément. Alors, Ketu effectivement provoque des difficultés. Je vois d'une manière générale quand même, il y a souvent une capacité au détachement qui est plus importante. Là, si on parle purement de la conjonction, par exemple, Lune Raoult ou Lune Ketu, souvent je ressens un peu plus de souffrance chez les gens qui ont un Lune Raoult que Lune Ketu. Ça veut pas dire que Lune Ketu n'a pas ses difficultés. Simplement, il y a peut-être une plus grande capacité de détachement au moment où la souffrance, arrive. Raoult va vraiment donner quand même une tendance obsessive et avec une grosse difficulté à se détacher du problème actuel, quoi. Et ça peut effectivement apporter un peu plus de souffrance sur le moment. Ouais. Avec Mercure, c'est pareil, parce que Mercure, la Lune et Mercure d'une manière générale, on va les regarder pour la Lune pour
l'intelligence émotionnelle, la capacité à gérer nos émotions, etc. Et puis ce qui a été communiqué aussi par la maman en début de vie. Et puis Mercure vraiment sur le système nerveux, on y pense peu parce que souvent quand on débute en astrologie, on regarde beaucoup la Lune pour tout l'aspect émotionnel, mais Mercure pour la détection des pathologies mentales va être essentiel. Et on le voit quand on a un Mercure qui est vraiment affligé dans la charte, c'est beaucoup plus compliqué. Je dirais entre guillemets, s'il y a un choix à faire, il vaut mieux avoir des difficultés avec la Lune que Mercure, parce que Mercure c'est plus compliqué à traiter. Bah, c'est vrai que je vois quand Mercure est dans le signe du Poisson, moi je l'imagine souvent comme Mark Zuckerberg sur une île déserte sans Wi-Fi. C'est-à-dire que t'as plein de compétences, mais en fait t'es juste incapable de communiquer parce que bah tu vois Zuckerberg il est bon en réseaux sociaux, il est bon pour partager, mais s'il a pas sa Wi-Fi, son téléphone, bah il fait rien du tout sur son île déserte et voire même il dépérit parce que je pense pas que ce soit le type de mec à aller chasser et à aller construire sa cabane en bois. Et du coup c'est un peu ça qui est challengeant parce que bah voilà, on a ce Zuckerberg qui essaye de communiquer, qui essaye de partager des choses, qui reçoit aussi plein de choses parce que je trouve que c'est des gens qui sont très intuitifs, mais qui arrivent pas à mettre des mots dessus, qui arrivent pas à exprimer. Et on le voit souvent dans plein de pathologies psychologiques où les gens ont du mal à exprimer ce qui se passe en eux. Et du coup, ça en découle de la frustration et ça amène des fois à des dérives, en tout cas à des extrémités. Ça, et puis tu vois sur le plan purement physique aussi, tous les gens qui ont, enfin là de mon expérience, les gens qui ont un Mercure qui est affaibli ou qui est en difficulté avec des aspects maléfiques, etc. On a, en fait, le système nerveux n'arrive pas à gérer. On a un système nerveux qui est très sensible, et du coup, dès qu'en fait l'environnement change, tout de suite, on est, je vais pas avoir le mot en français, c'est dysregulated en anglais. On est dérégulé en fait. Régulé, enfin ouais, ça se dit dérégulé. Donc voilà, donc en fait le système nerveux est vraiment sensible. Donc tout de suite on va être en difficulté dès qu'il y a en fait un petit changement ou une difficulté ou un petit stress. Donc ça va être compliqué ça effectivement à gérer pour les gens. Et puis quand on entre guillemets on le sait pas, on passe des années de sa vie à penser qu'on a un problème ou qu'il y a quelque chose de cassé chez nous ou que voilà il y a quelque chose de mal. Voilà. Et la lune, pour toi, par exemple, une lune affaiblie ou avec des aspects un petit peu négatifs, il y aurait quoi de différence par rapport à ce Mercure qui sera en difficulté, par exemple? La lune, on va être plus dans les troubles de l'humeur. Là, on va parler vraiment. La lune, elle va être très liée à l'humeur. Je sais qu'on relie beaucoup la lune au sommeil aussi, etc. Ça, moi, je vois dans mes consultations que toutes les planètes en soi peuvent créer des problèmes du sommeil, aussi de l'humeur. Mais en fait, finalement, pour la stabilisation de l'humeur, on va regarder la lune et Vénus. Parce que dans l'humeur, en fait, on va se stabiliser entre deux cycles, qui va être le cycle maniaque. Là, on parle de bipolarité et le cycle dépressif. Quand on arrive à être entre les deux, on a une humeur qui est considérée entre guillemets stable, d'accord? Donc quand on a une Vénus qui est affligée, on va partir dans le côté maniaque, c'est-à-dire dans le côté surexcité, un peu entre guillemets d'hystérie, exagéré, un besoin d'attention, plus important. Le côté dépressif, on va être dans l'inverse, on va être dans l'isolation, on va être dans une difficulté de s'ouvrir aux autres. Difficulté de mettre en place des choses, etc. Donc, la différence avec Mercure, la Lune, c'est qu'on va être ça va être au niveau de la gestion de l'humeur et notre capacité finalement à nous nourrir, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. C'est notre capacité à se nourrir et à nourrir les autres aussi. Donc ça, ça vient souvent de la maman. Si on a eu une maman avec qui la relation elle a été un petit peu compliquée, avec des difficultés pendant l'enfance, ça fait que derrière, on a du mal à s'apporter l'amour dont on a besoin au quotidien, à se nourrir correctement, parce qu'on en a manqué petit, et puis ça prend du temps du coup pour pouvoir réapprendre en fait, faire son propre parent, être sa propre maman en fait, voilà, et apprendre à se nourrir soi-même. Alors que Mercure, on va être dans un aspect qui est beaucoup plus, qui est moins émotionnel en fait, qui est beaucoup plus physique. C'est vraiment le système nerveux. C'est vraiment en fait les stimuli qu'on reçoit
à l'extérieur et comment ça va nous affecter finalement au niveau du système nerveux. Donc on va se sentir tendu d'un côté et puis ça va affecter aussi notre capacité à communiquer, etc. Et tu vois, c'est drôle que tu parles de nourrir parce que en Ayurveda et puis en micronutrition, en naturopathie, on fait cette connexion intestin-cerveau et on sait à quel point en fait notre système digestif, notre feu, notre Agni est super important parce que si tu te retrouves avec une dysbiose ou une hyperperméabilité intestinale, eh ben tu sais que il y a de fortes chances pour que tu développes en fait des pathologies mentales, que ce soit schizophrénie, dépression, et puis ça peut aller sur plein d'autres choses, même Parkinson, etc. On retrouve souvent des personnes avec ces pathologies, avec des problèmes digestifs, et du coup ça nous montre à quel point le fait d'avoir été nourri comme il faut et d'arriver à se nourrir comme il faut aujourd'hui, donc en passant par la maison 2, la maison 4, mais aussi la maison 6, c'est super important dans le traitement des pathologies mentales. Exactement, et c'est pour ça que, enfin, tu vois, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent en consultation et puis qui me disent « Oh mon Dieu, Pauline, j'avais commencé à me renseigner sur le Jyotish, j'ai une lune qui affaiblit en Scorpion, c'est super mal, ça fait que voilà. » Et je suis là, alors on va se calmer tout de suite. Parce que ça suffit pas, une lune, enfin, il n'y a pas un élément, il n'y a pas un seul élément, en fait, à prendre en compte. Dans le diagnostic, il faut tout prendre en compte. C'est la beauté aussi de la santé holistique. L'Ayurveda le fait, enfin, l'ensemble des sciences védiques le fait. C'est prendre l'individu dans son ensemble. Et par rapport à l'alimentation, c'est pour ça. On pourrait se dire la maison 2 n'a rien à voir avec la santé mentale. C'est faux. C'est complètement faux puisque elle va nous communiquer les valeurs familiales, elle va nous communiquer si au niveau de l'alimentation, est-ce qu'on a des tendances aux impulsions, est-ce qu'on a des tendances aux addictions. Quand on a un Mars, même de loin, qui aspecte la maison 2 et qui va nous faire avoir des tendances de temps en temps à dire oui, bon non, mais un petit chocolat par là, un petit chocolat par-ci, puis ça, et la junk food ici et là, et forcément ça va avoir un impact sur notre quotidien et puis sur notre santé physique et effectivement mentale. La maison 6, comme tu le disais, notre routine de vie. Si je suis dans l'incapacité, pour les gens notamment qui ont un mercure qui est affaibli, avec un système nerveux qui a tendance à se déréguler facilement, avoir une routine de vie, c'est important. Un sommeil régulier, manger à heure régulière, etc. Chose que l'Ayurveda peut traiter de manière exceptionnelle. Mais qu'on a des aspects de Mars qui amènent trop de spontanéité, de l'impulsivité, de dire non, c'est pas grave, je vais sortir avec mes amis et puis tant pis, et que tout est un petit peu yo-yo, ça apporte des difficultés. Donc c'est pour ça que c'est important. Enfin, c'est vraiment important pour moi je conseille souvent aux gens de regarder toute leur charte et pas juste une maison ou juste une planète qui est affaiblie. Et d'ailleurs, même juste la carte natale ne va pas nous donner toutes les informations. Comme tu le disais, on a les dashas. Comme tu le disais, on a aussi la D9, la Navamsha, qui va aussi nous indiquer la vraie force finalement des planètes et puis comment on va réussir à développer aussi ces énergies dans notre vie future. Enfin, c'est vraiment un mix de tout ça. Un point que je voulais aussi mentionner, c'est même avec une lune qui est, par exemple, affaiblie ou un mercure qui est affaibli, on va regarder aussi la dignité des planètes. En astropsychologie, on parle beaucoup, tu sais, de Sattva, Raja, Tama. Donc, une planète sattvique, une planète rajasique ou une planète tamasique va pas du tout donner les mêmes résultats sur le plan de la personnalité, sur le plan de notre capacité. Et ça, pour moi, je trouve que ça donne de l'espoir parce que les gunas, on peut les cultiver. On peut passer de Tama à Raja. On peut passer de Raja à Sattva si on cultive les qualités en nous. Et ça, c'est super. Parce que la plupart des gens pensent qu'ils sont bloqués finalement dans leur maladie ou bloqués dans leur pathologie. Mais en fait, avec les bons outils, on peut se sortir de ces choses-là. Oui, exactement. Et c'est vrai que je voulais rebondir parce que tout à l'heure, tu parlais des nakshatras et tu vois par exemple une lune en Scorpion, si ta lune se retrouve en Anuradha ou en Vishaka ou en Jyeshta, pour moi ça n'a absolument rien à voir. Donc tu vas pas développer la même chose et on oublie souvent, on se dit mon Dieu ta planète est affaiblie, mais il y a toute cette dimension des étoiles qui va être super importante.
Et on n'a peut-être pas parlé de Jupiter, mais pourtant, tu vois, il me vient à l'esprit parce qu'il me semble important, parce qu'on a beau avoir peut-être un Mercure en difficulté ou une Lune en difficulté, mais si notre Jupiter est bon et qu'on a un bon optimisme, qu'on a confiance en soi et qu'on cultive cette sensibilité à l'expansion, à l'ouverture de cœur que Jupiter nous invite, bah finalement, c'est plus facile aussi pour nous de transcender ces challenges-là. Et comme quoi, on n'a pas toujours que des planètes qui vont venir, entre guillemets, nous taper sur les doigts comme Saturne et Mars. Des fois, on peut aussi avoir des planètes super sympas, du coup, comme Jupiter, qui peuvent venir nous aider à nous expandre et à aller mieux. Exactement. Et d'ailleurs, c'est rigolo que tu parles de ça parce que je voulais te montrer une étude de cas que j'avais faite justement, et on va voir un peu l'exemple des deux, si ça te va, avec du coup deux acteurs en l'occurrence, c'est Russell Brand et Robin Williams. Alors, j'ouvre celui de Robin Williams en premier, qui est un acteur américain qui a souffert de dépression et qui s'est suicidé en 2014. Du coup, pour ceux, voilà, donc c'est Robin Williams. Les informations sont disponibles sur Google si jamais vous voulez regarder. Donc, qui a souffert de dépression. Tu parlais donc de Jupiter en l'occurrence. Dans sa carte natale, là, on voit déjà qu'il a Saturne en maison 12, Jupiter en maison 6, donc qui souffrent déjà quand même un petit peu au niveau de la carte natale. On a la Lune en maison 5 qui est avec Raoult, qui là aussi est en position de difficulté. On a un Mars donc qui est en maison 9, qui est plutôt correct, mais qui est quand même relié à Mercure, avec le maître de Mercure, qui lui est en maison 11, avec Vénus et Kétou. Donc déjà, sans rentrer dans le gros détail de la carte, on est déjà dans un thème où il y a quelques difficultés quand même qui sont là dans ce thème. On a un Jupiter dans la D9, dans la Navamsa, qui est affaibli, qui est en Capricorne. En 2014, par curiosité, j'ai regardé donc à la période où Robin s'est donc suicidé, il avait Saturne et Mars ensemble, et il avait, il faudrait que je regarde, mais il me semble qu'il avait son Jupiter aussi qui était en maison 12. Donc, on est vraiment dans des thématiques compliquées. Mais d'une manière générale, là, pour le cas de Robin, son Jupiter, il est en difficulté, même s'il est finalement en domicile dans sa maison 6. On voit que plus tard dans sa vie, ça ne suffit pas à donner finalement peut-être l'espoir de continuer à vivre, de continuer à avoir de l'espoir en la vie, et au fait qu'ils se sentent pas isolés. En plus, Robin Williams a souffert de la maladie de Parkinson sur la fin de sa vie, ce qui a augmenté aussi son anxiété et sa dépression. On a le Saturne en 12 qui donne cet aspect aussi chronique et qui rend tout le corps osseux, etc., musculaire, plus fragile, mais qui est compliqué. Et à l'inverse, je voulais montrer du coup celui de Russell Brand. Voilà, Russell Brand, qui est aussi un acteur américain qui souffre de bipolarité, qui est toujours vivant. On est dans un trouble de l'humeur type, un trouble bipolaire. Mais par contre, derrière, c'est un acteur qui s'est donc concentré sur la création de podcasts liés à la spiritualité. Il s'est en fait complètement impliqué dans la vie spirituelle. Finalement, on est dans deux cas où Jupiter s'est pas exprimé de la même manière, malgré le fait que le Jupiter soit en domicile dans les deux cas, tu vois. Ne s'est pas exprimé en fait de la même manière, tout simplement parce que ils ont créé aussi leur propre karma, ils ont eu leur propre vie, etc. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, entre guillemets, on peut quand même se sortir de ces difficultés-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent les acteurs, en tout cas parce qu'on les voit sur le devant de la scène, donc on connaît plus facilement leur vie, mais c'est vrai que ces acteurs malgré les phases difficiles qu'ils traversent, finalement c'est la spiritualité, j'ai l'impression qu'ils
qui les aide à avancer. Je pense notamment à Jim Carrey. Alors, j'ai pas son thème en tête, mais je sais que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes psychologiques, notamment quand il était dans son début de carrière. Et aujourd'hui, si on le suit un peu sur les réseaux, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de spiritualité, qui est très investi dans cette cause spirituelle, dans cet avancement. Il a même d'ailleurs un peu le look de l'ermite, je trouve, aujourd'hui. Ce qui me fait dire que j'ai l'impression qu'il y a une capacité à pouvoir transcender un challenge mental et émotionnel au travers de la spiritualité. Et c'est vrai que souvent, surtout dans le domaine du médical ou même inconsciemment dans notre société occidentale, on a très peu souvent l'envie ni même la capacité à avoir le lien entre comment est-ce que nos problèmes mentaux pourraient être résolus par la foi ou la spiritualité. Et finalement, le Jyotish nous montre un petit peu comment on peut trouver du coup cet équilibre au travers de cette pratique spirituelle. Mais c'est tout à fait ça. Et puis bon, tu vois, moi je viens d'un environnement familial qui est de médecine pure et dure, enfin la médecine occidentale pure et dure, voilà, avec un papa médecin, etc., une maman qui est infirmière. J'ai été baignée là-dedans, et puis bon, je suis ascendante Capricorne, donc c'est vrai que j'ai quand même ce côté très terre à terre qui est toujours présent et qui me sert sur plein d'aspects. Mais effectivement, pour avoir moi-même, pour avoir moi-même souffert de maladie mentale et d'en souffrir toujours à l'heure actuelle, je vois bien que il y a des failles. Enfin, j'ai rapidement vu qu'il y avait des failles au niveau du système occidental. C'est comme s'il manquait quelque chose. Enfin, c'était pas. Il y a énormément de côtés positifs et l'idée c'est pas du tout de dire que le système occidental n'est pas compétent. Au contraire, à chacun son rôle. C'est très très important de le préciser ça, notamment dans ce podcast. Qu'un astrologue n'est pas médecin, c'est pas son rôle de diagnostiquer une maladie mentale. Mais effectivement, ce dont je rêve un jour, et ça commence à se développer petit à petit, c'est que les Jyotishis, les astrologues puissent travailler en collaboration avec les médecins pour pouvoir aider, par exemple, dans le diagnostic, et que finalement, en fait, les sciences qu'on met en fait en antagonisme, enfin qu'on met toujours en opposition entre les sciences dures et effectivement les sciences spirituelles, puissent en fait se lier et former un tout. Ça, c'est mon rêve absolu et j'espère qu'un jour on pourra le faire et que ce sera pas voilà, c'est soit on choisit l'Ayurveda, soit on choisit ceci, soit on choisit l'astrologie, soit je vais chez le psychologue. C'est pas ça. Je pense que au contraire, voilà, j'aimerais un monde où effectivement on puisse aller chez son psychiatre si on souffre d'une maladie mentale et qu'on puisse aller voir son astrologue pour se faire aider de la même manière et que tout ça soit relié. Oui, et qu'il y ait de la communication entre ces cœurs de métier parce que finalement, je pense qu'on a le même objectif, c'est d'aider. C'est tout simplement d'aider les personnes et peu importe le vecteur qu'on décide d'employer, que ce soit la médecine, que ce soit par une voie médicamenteuse ou que ce soit par une pratique spirituelle ou que ce soit par le fait de cultiver certaines choses. Je pense que tout ça, en fait, c'est juste des compléments qui s'ajoutent pour réellement aider quelqu'un et il n'y a pas d'antagonisme à avoir, comme tu le dis. On peut vraiment collaborer ensemble et en Inde, je trouve que ça se fait vraiment bien. Alors, pas partout, mais je trouve que ça se développe beaucoup en Inde. On voit maintenant beaucoup de docteurs ayurvédiques, même de docteurs allopathiques qui travaillent du coup avec les Jyotishis. Et je trouve que c'est des sciences qui peuvent tout à fait s'allier. Pour peu qu'on arrive à se comprendre et à décider de ne pas se comprendre là où on ne pourra jamais se comprendre, c'est-à-dire qu'on a des choses qui diffèrent et c'est ok, mais de se dire qu'on a chacun voilà notre part à faire pour aider une personne et c'est le plus important à se souvenir, je pense. Mais voilà, l'idée, je pense, c'est de pas rentrer dans un extrême ou un autre, de la même manière qu'un individu est un oignon avec énormément de couches. Enfin, on l'a vu. Enfin voilà, c'est un humain est rempli de nuances. Je crois qu'on ne peut pas proposer un traitement qui est sans nuance. Enfin, un traitement qui va être générique pour tout le monde, c'est impossible. Parce que on est chacun, enfin, on est unique, tout simplement. Et je pense que cette nuance, justement, à l'inverse de la médecine occidentale qui propose, alors, évidemment, par exemple, dans le cas de la dépression, on peut proposer, il y a plusieurs types d'antidépresseurs, mais ça reste des médicaments effectivement qui sont génériques malgré tout et qui peuvent avoir notamment énormément d'effets secondaires, etc.
et qui vont être utiles dans la majorité des cas et dont les gens vont avoir besoin, du moins un temps ou même peut-être toute leur vie, ça n'a aucune importance. Mais effectivement, de rajouter peut-être cette notion, voilà, spirituelle, pour donner du sens aussi à ce qui se passe dans notre vie. Oui. Parce que et ça c'est peut-être l'aspect qui manque, parce que bien sûr on peut aller chez un psychiatre prendre des médicaments parce qu'on souffre de dépression. Ça va pas régler le fait qu'on sent qu'il y a un problème entre guillemets chez nous et que sans ce médicament finalement on n'arrive pas à se sentir bien. Donc d'aller chercher du sens derrière tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie? Comment je peux faire une force aussi de cette difficulté? Effectivement, ça prend des années de travail, hein, je parle avec expérience de ça. Ça paraît facile de dire, enfin, voilà, dit comme ça. Mais voilà, je pense qu'il y a du bon à prendre dans ces médecines, tout simplement. Là, les médecins occidentaux vont me crier dessus si je parle d'astrologie comme une médecine, mais ça l'est. C'est une vraie médecine, c'est une médecine du cœur, c'est une médecine physique, c'est une médecine, voilà. Et je pense qu'on peut vraiment relier les deux ensemble, tout simplement. Oui, et c'est vrai que le Jyotish, tout comme l'Ayurveda ou les sciences védiques ou le yoga, répondent à un besoin de sens, comme tu me l'as dit. Et c'est vrai qu'on manque de ça, j'ai l'impression. En tout cas, en Occident, on manque de ce sens. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je dois aller? Pourquoi je suis là? Et ces questions-là, la médecine bug un petit peu, ou en tout cas rencontre des difficultés à l'expliquer, parce que c'est pas explicable par un théorème, c'est explicable par une expérience spirituelle. Et ça, malheureusement, voilà, on peut l'expérimenter qu'au travers d'une recherche spirituelle, d'une recherche personnelle. Et c'est ça qui se complète vraiment bien à la médecine. Et du coup, tu parlais, tu sais, de ton expérience personnelle. Est-ce que alors, comme tu l'as dit, hein, les remèdes génériques, ça marche pas, mais est-ce que toi, il y a peut-être quelque chose que tu aimerais partager aux personnes qui vivent peut-être des choses difficiles en ce moment et qui, toi, t'a aidé particulièrement dans tes phases difficiles? Alors oui, évidemment. Moi, j'ai utilisé des médicaments dans ma vie, des antidépresseurs. Alors, pas pour traiter de dépression, parce que j'ai pas souffert de dépression à proprement parler. Moi, mon problème, ça a toujours été l'anxiété, une mauvaise gestion du stress, d'une manière générale. Mais tu vois, en 2016, après avoir perdu mon papa, j'ai pris des antidépresseurs pendant 6 mois. Et effectivement, ça a été une aide. Mais en fait, c'est une béquille. Voilà. C'est juste une béquille pour pouvoir rebondir un temps, pour pouvoir se mettre finalement à l'œuvre, pour réavoir un petit peu d'énergie pour pouvoir, ressortir de chez soi, mettre des choses en place, mettre une routine de vie en place, etc. Parce que le problème, c'est que généralement, ce qui se passe, alors, c'est l'idée d'éviter ça, c'est que les gens tombent d'un coup. Effectivement, c'est trop difficile pour se relever. Donc là, effectivement, le traitement médicamenteux, il va pouvoir avoir un impact sur ça, parce qu'il va redonner le push nécessaire. Là, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut prendre des médicaments ou qu'il faut pas prendre des médicaments. J'ai pas envie de rentrer dans un débat là-dessus. C'est chacun doit voir ça avec un médecin, selon son cas particulier. Mais effectivement, ma propre expérience m'a montré que les médicaments, ils ne suffisent pas. Ils viennent juste, en fait, comme béquilles, voilà. Mais le travail de reconstruction à faire, quelle que soit la pathologie mentale, il va se faire à l'intérieur de soi. Et moi, ma salvation, ça a été le yoga, ça a été l'Ayurveda et ça a été, par la suite, l'astrologie védique, puisque ça m'a permis de donner du sens à tout ce qui s'était passé. Et au niveau des remèdes, ce qu'on va vraiment recommander, en astropsychologie, on a 3 types de remèdes généralement, mais ça va être des remèdes cognitifs, ça va être des remèdes comportementaux et ça va être des remèdes spirituels. Donc on va en fait agir sur les 3 domaines et selon les planètes qui sont plus ou moins en difficulté, du coup, donner des remèdes liés à ça. Donc, je donne un exemple, par exemple la lune qui va provoquer des troubles de l'humeur, par exemple. Les troubles de l'humeur, on change d'humeur assez facilement, ou qui peut donner des problèmes de sommeil, ou qui va donner des problèmes chez les femmes de menstruation aussi, souvent, on le voit. Il y a des difficultés avec des règles douloureuses, etc., l'endométriose,
etc. Par exemple, un remède comportementaux, on va conseiller de boire du lait de vache. Alors là, c'est toute la beauté aussi des remèdes astrologiques. C'est que déjà les remèdes sur le plan en fait cognitif et du comportementaux, on va demander aux gens de pratiquer des remèdes qui peuvent pas forcément s'expliquer de manière, enfin, on va aller demander aux gens en fait d'aller croire, d'essayer d'aller croire en quelque chose de plus grand qu'eux. Et donc déjà, ça va faire un pré-travail sur le plan du développement de la spiritualité, parce que souvent chez les occidentaux, si je dis à quelqu'un, bah voilà, bois du lait de vache de manière régulière, ça va améliorer ta lune, il va me dire mais où est le rapport, ou elle va me dire mais où est le rapport avec la lune. Et c'est toute la beauté de l'astrologie, parce que c'est ce que je dis souvent voilà, à ces personnes, c'est essaie, puisque de toute façon ça coûte pas grand chose en soi. Voilà, essaie. Et dans quelques semaines, voici ça marche. Voilà, voici la beauté de l'astrologie marche. Et en fait, quand on approche ça sous forme de jeu, entre guillemets, un peu de jeu avec l'univers, non, voilà, c'est pas de pas prendre ça au sérieux, mais c'est plus dans, bah voilà, je vais essayer quelque chose que je connais pas forcément, je vais me prendre au jeu, je vais essayer de croire en quelque chose de plus grand que moi. Et ben déjà, on commence petit à petit cette désidentification à notre maladie, au fait que peut-être que tout ça a un sens, peut-être que c'est là aussi pour quelque chose de plus grand que moi. Et là, je crois que la guérison, elle commence vraiment, en fait. Elle commence à ce moment-là. Donc c'est vraiment ça, moi, qui m'a aidée. C'est peut-être la croyance, si je peux dire, en quelque chose de plus grand, auquel ça a été compliqué pour moi de croire, avec mon pragmatisme de Capricorne, mais que de manière un peu inévitable, j'ai dû y croire, puisque j'ai bien vu les résultats sur ma vie. Et comme tu le dis, il y a aussi cet aspect de moins se prendre au sérieux, d'apporter un peu cette touche d'humour qui des fois nous manque un peu aussi, parce que quand on est dans ce mental, que l'on soit dépressif ou maniaque, ou on peut avoir tendance à être beaucoup dans ce sérieux, dans il faut absolument que, et quand on se détache au travers de ces remèdes qui peuvent paraître un petit peu whoopi, on se prend moins au sérieux, on se prend moins la tête, et finalement la vie devient aussi une source de fun, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et je trouve que travailler avec cet humour, c'est aussi un beau remède de l'astrologie et du yoga en général. Ouais, complètement. Enfin, moi, c'est vrai que l'humour, la dérision par rapport à mon anxiété, les phobies que j'ai pu avoir dans ma vie, enfin, ça a fait partie complètement de ma thérapie. Et ça, on le voit aussi, d'ailleurs, chez beaucoup d'acteurs. Hein. On parlait de Robin Williams, il a fait que des films comiques. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait que des films comiques dans sa vie. Tu parlais de Jim Carrey, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut pas dire quand on souffre de dépression qu'on est quelqu'un de triste, tu vois, mais c'est juste qu'au contraire, souvent il y a énormément de joie, mais qui est réprimée, qui a été réprimée pour plein de raisons différentes. Et souvent, on va avoir une facilité à communiquer cette joie aux autres, parce qu'on n'a pas envie finalement que les autres se sentent comme nous à l'intérieur. Donc on va les faire rire, donc c'est le syndrome du clown, hein, les gens qui ont toujours besoin de faire rire les autres, etc. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est assez passionnant. En tout cas, moi, ça m'a donné encore plus envie de plonger dans l'astropsychologie. C'était super passionnant. En tout cas, je suis sûre que nos auditeurs ont adoré. Et moi, j'ai adoré ta façon d'aborder les choses avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'humour, beaucoup de foi. Et je pense que ça a certainement remis un petit peu de lumière dans les cœurs de ceux qui en avaient peut-être plus. Est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin avant qu'on se quitte, Pauline? Un mot de la fin, ce serait déjà merci à toi. Je me sens très reconnaissante que tu m'as invitée pour parler de ce thème-là. Un mot de la fin aussi pour mon professeur, le docteur Gaurav Agarwal. Je le conseille à tout le monde. Il a écrit plusieurs livres sur l'astropsychologie. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément, qui m'a beaucoup appris. Et tout ce que je partage aujourd'hui, je ne serais pas en mesure de le partager s'il n'avait pas été là dans ma vie.
Donc voilà, c'est une opportunité pour moi de parler de tout ça. Merci. Ben merci à toi, en tout cas pour nos auditeurs qui voudraient réserver avec toi. On va glisser tes liens, ton Instagram, ton mail et ton site, ainsi que les livres de ton maître dans la barre d'infos du podcast. Comme ça, tout le monde pourra partir à ta rencontre, regarder ce que tu partages, ce que tu proposes. Donc tu proposes des consultations Joy Tish et ayurvédique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ben j'invite tout le monde à aller voir Pauline. En tout cas, à te retrouver. On peut te retrouver sur quels réseaux sociaux? Du coup, sur Instagram principalement, qui s'appelle Satya Therapia. Super. Eh bien, écoute, Pauline, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui. Je te remercie d'être venue. Merci à toi, Justine. Et puis à très bientôt.